auditrices, auditeurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce numéro mensuel du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité avec des confrères des médias de Niamey. 3 sujets au menu, le centenaire de la ville de Niamey, 1926 à 2026, Niamey à 5 ans, zoom sur quelques aspects de l'évolution de la ville. L'actualité, c'est aussi cette opération de vente de riz subventionné lancée à Niamey, ainsi que la rencontre du ministère du Commerce avec les opérateurs économiques à l'approche du mois de Ramadan. Enfin, la reprise de la coopération pétrolière entre le Niger et l'Algérie avec la visite de travail du ministre d'État algérien des hydrocarbures et des mines ce mois à Niamey. Pour en parler, je suis avec le doyen Ousseini Issa, bonsoir. Bonsoir Nafissa. Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir Madame Nafissa. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Memouna Diado. Je suis donc Nafissa Adam Sirfo à la modération. Merci donc à vous de nous suivre. Nous débutons donc ce forum de la presse avec la question du centenaire de la ville de Niamey. Les activités donc marquant les 100 ans de la ville ont été lancées le 17 janvier à Niamey. Niamey est devenue capitale du Niger colonial en 1926 et comptait environ 3000 habitants vers 1930. Aujourd'hui, la ville approche les 2 millions d'habitants. Je commence avec vous, doyen. Niamey a 100 ans aujourd'hui. Quand on regarde en arrière, que représente ce siècle pour vous? Mais lorsqu'on regarde en arrière, on constate qu'il y a eu une grande évolution. La ville s'est étendue parce que jusqu'aux années 60, la ville était, circonscrite dans une zone bien précise. Aujourd'hui, Niamey connaît une extension sauvage, pratiquement. Bon, ce qu'il faut retenir par rapport à cet événement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des manquements. Il y a des manquements. Dans quel domaine? Des manquements sur le plan, je veux dire, politique. Les acteurs qui ont vécu ces périodes-là. Je parle un peu avant les événements, les indépendances. Après les indépendances, il y a des acteurs, mais qui n'ont pas été malheureusement associés aux événements. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi depuis le début jusqu'à la fin. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je connais des périodes, le régime Gori, j'ai connu, le régime Kounké, j'ai connu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore debout. On aurait dû mettre des acteurs qui sont là essentiels, faire l'historique. Quand on fait l'historique, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Mais je ne peux pas aller en profondeur. Tout ce que je sais, c'est que la ville a pris une croissance exponentielle et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a de part et d'autre. Dans tous les 4 axes, la ville ne fait que s'agrandir. Oui, justement, sur la question de l'urbanisation, donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, Niamey s'est développé très vite. Et est-ce qu'on peut dire donc qu'elle a grandi plus vite que ses infrastructures ou bien? Non, les infrastructures n'ont pas suivi, malheureusement, n'ont pas suivi. C'est ça le drame. Au départ, Niamey était quand même pas grand-chose, n'est-ce pas? Il y avait des routes quand on construit. Aujourd'hui, c'est un peu le développement anarchique où des gens prennent des parcelles. Les gens vendent des parcelles, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout. C'est devenu pratiquement, moi je me dis, une ville comme une capitale comme Niamey ne devait pas être dans cette situation-là. Voilà, donc ce sont entre autres quelques problèmes donc urbains que connaît la ville de Niamey, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la ville de Niamey a dépassé ses limites. Elle est dans les communes de Karma, d'autres communes. Vous, Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Nafissa. Alors, on parle donc du centenaire de la ville de Niamey. Ousseini Issa est revenu un peu en arrière sur le siècle, sur les problèmes urbains. Vous, de votre côté, 100 ans de Niamey, quelle image ou événement vous viennent à l'esprit? Oui, merci donc Nafissa. Et vraiment, en parlant donc des centenaires de la ville de Niamey, ça me donne d'abord à réfléchir sur l'évolution même de la ville de Niamey. La ville de Niamey, est-ce que quelque chose de grand a changé à Niamey? Parce que jusque-là, nous avons des maisons historiques, c'est vrai, qui sont là. Des maisons en banco qui sont là. Et nous avons, comme l'a dit Ousseini, c'est une ville aujourd'hui qui est en train de s'accroître. Et plus la ville s'accroît,
plus, je pense que les populations doivent être dans des conditions meilleures de vie. Quand on regarde également, parce qu'il n'y a pas eu assez de tapage pour moi autour donc de ces centenaires-là, pour qui connaît Niamey et ses histoires. Les activités, c'est pour un an. Oui. Les autorités ont annoncé. Oui, mais annoncé, mais oui. ce que j'avais voulu, c'est qu'en fait, qu'on creuse un peu loin dans l'histoire de Niamey, qu'on mette à contribution des historiens, puisque nous avons des historiens, nous avons ceux qui étaient là au moment peut-être de Niamey, au moment où Niamey était encore Niamey. Comment est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que les choses ont évolué? Comment est-ce que le nom même Niamey vient d'où? Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez moi-même, je ne sais pas. Oui. Donc, il faut qu'on sache l'histoire de Niamey. C'est plus important, en tout cas, à côté du folklore. Et on devrait mettre à contribution ces histoires-là pour nous faire vivre Niamey dans nos télévisions nationales, pour qu'on puisse, en tout cas, savoir connaître qui est qui, quelles est peut-être les premières personnes qui ont composé Niamey. Niamey était comment? La ville, par exemple, là où se trouve la ville de Niamey, en son temps, c'était quelle était la place, la place là-bas, qu'occupe aujourd'hui la ville de Niamey. Donc, parler de l'histoire. Parler de l'histoire, oui. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas véritablement l'histoire de Niamey, qui ne savent pas quelles sont les ethnies qui ont composé Niamey au début. Il y en a beaucoup, Nafissa. C'est de cela que nous avons besoin. Voilà, selon vous, donc, ce centenaire ne devrait pas être simplement une célébration, c'est une occasion de revenir sur l'histoire et aussi peut-être de parler du futur, de réfléchir à l'avenir. De réfléchir à l'avenir de Niamey. Oui. Comme l'a dit Ousseini, la ville s'agrandit. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut essayer de mettre ces populations-là dans des conditions sans autant, en tout cas, sans autant faire disparaître les monuments historiques de la ville de Niamey. Ça, c'est très important. Il y a eu des événements. Nous savons qu'au temps de Diori, il y a eu des événements qui se sont passés à Niamey. Il y a eu des places qui ont été... en tout cas, des places qui ont occupé qui portaient des noms... Qui symboliques, qui ont eu, où des actes ont été quand même commis. Par exemple, quel... un exemple? Au niveau, à l'époque où il y avait les querelles entre les... Oui, Soaba le parti. Et le RDA. Il y avait quand même des choses qui se sont passées à Niamey, où on a aujourd'hui des grands-pères qui peuvent nous raconter l'histoire. Comment les places se sont occupées. Donc, on a véritablement besoin d'histoire. D'histoire parce qu'il faut qu'on essaie de raconter ça à nous-mêmes et à nos arrière-petits-enfants qui vont venir quand même. Alors, Abdoulaye, selon Memouna, ce centenaire ne devrait pas se limiter uniquement à la célébration. C'est une occasion vraiment de revenir sur les questions de l'histoire, de réfléchir sur le futur. Vous, selon vous, quelles leçons concrètes les autorités devraient-elles tirer de ces 100 ans? Oui, mais avant de parler de cette leçon à tirer, je m'avais quand même parlé un peu du thème, n'est-ce pas, donc du centenaire qui, c'est Niamey, n'est-ce pas, 100 ans d'histoire, 100 ans d'histoire, de résilience et puis d'avenir. Donc je pense que au-delà du folklore, comme venait de le dire Maïmouna, c'est qu'il y a eu sûrement des panels qui ont vu à parler, n'est-ce pas, donc de lever un peu de voile sur l'historique même de la ville de Niamey. Et surtout les activités que les autorités ont annoncées, c'est sur 12 mois, oui, justement, c'est des activités qui s'étendent sur toute l'année jusqu'au 28 décembre 2026, je crois, si je ne m'abuse, après ce que le professeur Alpha Gado avait fait comprendre,
n'est-ce pas? Je n'étais pas dans la salle de Mahatma Gandhi, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup plus de folklore que, n'est-ce pas, des engagements pour qu'on puisse donner de la voix par rapport à Niamey. Niamey qu'on veut, Niamey qu'on le vit au jour le jour. Ce Niamey qui a connu une évolution exponentielle. Maintenant, les leçons à tirer, pour revenir à ça, pour ne pas m'appesantir sur un peu la théorie, c'est que du point de vue pratique, il y a des actions qui sont en train d'être posées, pas plus que hier ou avant-hier. Il y a eu le lancement de ce qu'ils ont appelé Niamey une semaine, un quartier. Un quartier, oui, sur la question de la salubrité. Sur la question donc de la salubrité. Il y a également des actions de pavoisement, n'est-ce pas, donc de la ville. Au-delà, il y a un document de la modernisation de la ville qui, s'il est adopté, peut-être... Oui, le schéma, ils ont parlé du schéma directeur, je crois, de la ville de Niamey, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Niamey fait partie quand même des capitales de notre espace. Si on prend notre espace immédiat, Niamey n'est pas envié, n'est-ce pas, aux autres capitales, n'est-ce pas? Et si à comparer même à Dakar, oui, à Cotonou, les prochaines années, il y aura un changement nous positif. Espérons que Niamey va prendre, n'est-ce pas, donc le pli pour être, n'est-ce pas, à la hauteur des standings des grandes capitales, n'est-ce pas, de l'Afrique. Oui, et selon vous, Seigne, à quoi doit ressembler Niamey dans les prochaines années? À quoi doit ressembler Niamey? Avec des buildings et des gratte-ciels. À ce qu'il ressemble aujourd'hui. Comment? Elle ressemble à quoi aujourd'hui? Moi, tout ça là, quand on dit une semaine, machin, salubrité, à l'époque, c'était systématique. Aujourd'hui, Niamey est sale. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des quartiers, pratiquement tous les nouveaux quartiers là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau, n'est-ce pas? Malgré les efforts. Quel effort? De la ville Quel de Niamey, effort? Il n'y a aucun effort. Sur le terrain, il y a des caniveaux qui sont. Non, il n'y a pas de caniveau, il y a des quartiers. Comme l'a dit Abdoulaye tout de suite, il y a une initiative, une semaine, un quartier. Une semaine, non, ça doit être systématique. Moi, j'ai dit, ce n'est pas des initiatives qu'il faut chanter pour penser que. Non, la salubrité à l'époque, elle existait. Il y avait des agents qui contrôlaient dans les marchés, dans les maisons. À l'époque, avant que Niamey ne soit aujourd'hui ce qu'elle est, n'est-ce pas? On prend des initiatives, mais c'est des initiatives sans lendemain. Voilà le véritable problème. Maintenant, dans 50 ans, je ne sais pas moi, dans tous les cas, c'est des choses qu'on ne peut pas voir nous autres. À quoi va ressembler Niamey? Moi, je vois pas. Je vois pas de transformation véritable. Quand vous allez dans certains quartiers, il n'y a pas un seul kilomètre de bitume, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul kilomètre de caniveau pour drainer les eaux, n'est-ce pas? C'est des choses que l'État devait pouvoir initier. À chaque fois que, dans le cadre, tout à l'heure, il a parlé de l'aménagement, comment ça s'appelle, le schéma directeur. Mais malheureusement, c'est juste des discours qu'on entend, mais dans les faits, concrètement, on n'investit pas pour changer. Parce que on est dans une situation où, aujourd'hui, quand vous sortez par là, sur la route de Tilabé, sur la route de Baleyara, là, vous allez aller jusqu'à au-delà de, comment ça s'appelle cette localité-là. C'est Amdelaï, pratiquement, c'est Niamey. Et par là, vous allez dans cette zone-là, c'est la même chose. Pratiquement, toutes les sorties de Niamey, quand vous rentrez dedans, le centre-ville, ça ressemble à autre chose. Donc, c'est des problèmes urbains qui devraient être pris en compte face à cette urbanisation. Où les gens, ils viennent, ils prennent des parcelles. On a donné, depuis qu'on a mis les lotisseurs privés, c'est devenu compliqué. On ne respecte absolument rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, comment dirais-je, des gens viennent s'installer, ils construisent des maisons. Quand vous sortez dans les quartiers périphériques, vous allez trouver des maisons où les gens, ils ont construit, ils ont investi des millions, des centaines de millions, mais dès que la saison de pluie commence, ils ne peuvent même plus accéder à l'eau. Parce que normalement, on parle d'urbanisme, normalement c'est à l'État. Maintenant, on peut demander, comment dirais-je, l'apport des populations localement. Mais quand l'État est absent dans ce domaine-là, mais je me dis, ça pose problème. On est dans une situation aujourd'hui où je me dis, une explosion démographique, non seulement à Niamey, mais également l'extension sauvage là,
on est dans une situation où on ne peut plus rien contrôler. Donc, nous espérons qu'au cours de ces 12 mois de festivités, de commémoration de ce centenaire, que des actions concrètes soient prises pour un meilleur développement de notre ville. Et nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Nous arrivons au deuxième sujet de ce forum de la presse. À l'approche du Ramadan, l'opération de vente de riz du Niger subventionné a été lancée le mercredi 28 janvier au palais du 29 juillet à Niamey et elle se déroulera jusqu'au 6 février. Plus de 300 tonnes de riz seront exposées. Selon Mme Siliman Saratou, une des organisatrices, chaque personne peut acheter au maximum 3 voire 4 sacs. L'État lance donc la vente du riz local à prix modéré. Mais Mouna, est-ce donc une vraie réponse aux difficultés des ménages? Oui, je pense que si, que l'État a bien répondu aux difficultés que les ménages rencontrent du point de vue du riz. On l'a toujours chanté qu'il faut que les Nigériens commencent à consommer le riz local. Oui. Et pour consommer le riz local, il faut que la production aussi soit à la hauteur pour que les populations puissent y accéder. Aujourd'hui, c'est plus de 300 tonnes qui sont exposées au niveau du Palais des Sports. Vous avez connaissance des prix des différents sortes? Oui. Parce qu'on dit que le riz 33, ça fait 10 500. Oui. Le riz 32, ça avoisine les 9 000. Oui. Et il y a le riz brisure qui est à 8 000, je pense, et que les 5 kg, c'est à 3 500. Oui. Donc, je pense que c'est abordable. Connaissant la qualité du riz du Niger, c'est abordable pour les ménages. Maintenant, qu'on parle que chaque citoyen a droit à 3-4 sacs pour payer 3 à 4 sacs. Moi, j'ai vu ceux qui ont payé jusqu'à au-delà de 4 sacs. Ça veut dire que s'il y en a, laissez les gens accéder à ces sacs. L'essentiel, que la production puisse suffire. Justement, oui. Et c'est des riz qui est subventionné par le Fonds de solidarité. Oui, mais l'État aujourd'hui commence à assurer que ce riz arrive aux consommateurs et non aux revendeurs aussi. Mais c'est ça le problème, parce que quand tu vois une personne acheter 10 sacs, 20 sacs, est-ce que c'est pour la consommation de la famille? Il y a aujourd'hui des commerçants véreux qui se cachent derrière ces gens-là pour leur dire, bon, écoutez, puisque nous ne pouvons pas aller, on nous connaît, nous ne pouvons pas aller acheter le riz. Pourquoi ne pas distribuer l'argent dans un quartier entre combien de femmes pour aller acheter le riz? Ça aussi, il faut que l'État, un vrai suivi, l'État essaie de suivre à la lettre ce qui se passe là-bas. La personne qui va venir acheter, qu'on essaie de l'identifier. Parce que c'est aussi important. Il faut essayer de l'identifier. Parce que demain, si tu reviens encore pour pouvoir acheter, là déjà, nous avons une identification. Selon le reporter qui était sur le terrain, ce sont des noms qui sont pris, les noms sont enregistrés, les noms des différents usagers ou bien des clients. Mais est-ce que non, mais est-ce que c'est avec la carte d'identité nationale? Oui. Est-ce qu'il y a une pièce justificative? Parce que s'il n'y a pas de pièce justificative, je peux m'appeler aujourd'hui Mariama, mais demain je peux aussi, avec la vigilance, la non-vigilance des uns et des autres, je peux aussi venir et puis dire que je suis Memouna. Mais c'est ça en fait. Ça, oui. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes peut-être qui se trouvent au moment où moi j'ai payé pour une première fois. Et deuxième fois, si je viens payer, est-ce que ce seraient les mêmes personnes? Donc, il faut qu'on essaie de sensibiliser les populations vulnérables, surtout pour dire que c'est pour vous. Ce n'est pas pour que vous preniez, vous achetez pour des clients ou bien que vous approvisionnez des commerçants. Achetez pour vous pour que vous puissiez bénéficier. Le Ramadan est à quelques semaines, s'annonce déjà. Donc, il est bon que dans un ménage, quand même, qu'on puisse trouver le riz. Il faut donc un bon suivi et selon Memouna Abdoulaye, cette initiative pourrait vraiment être une opportunité pour valoriser le riz local face au riz importé. Oui, justement, c'est même les objectifs, n'est-ce pas, donc, des autorités actuelles.
faire en sorte que nous consommons ce que nous produisons, et également faire en sorte que tout ce que nous produisons soit accessible. D'abord la disponibilité et l'accessibilité. C'est important par rapport à ce qui vient d'être fait avant-hier par rapport au lancement au Palais des Sports concernant le riz. Le riz, oui. Et qu'auparavant, le ministre du Commerce était allé s'enquérir, n'est-ce pas, de la disponibilité, n'est-ce pas, donc des différents céréales au niveau de l'OPVN, n'est-ce pas? Et il s'était rendu compte qu'effectivement, d'après ce qu'on lui a montré et d'après ce qu'on lui a rapporté, et c'est que, n'est-ce pas, en tout cas pour cette année, il y a vraiment des stocks jusqu'au stock de sécurité, il y a des réserves de sécurité. Autrement dit, c'est que s'il y a eu ce lancement, n'est-ce pas, de la vente à prix modéré, c'est que par ailleurs, il y a une certaine garantie, une certaine assurance que ça puisse, n'est-ce pas, couvrir, n'est-ce pas, pratiquement les populations à revenus modestes. C'est de ça qu'il s'agit effectivement. Sinon, ce ne sert à rien à vendre. Je ne fais pas un peu de ségrégation, mais quand même, il faut que ces produits-là soient d'abord disponibles, soient d'abord accessibles aux faibles revenus, surtout les populations à faible revenu qui profitent. Deuxième chose, une chose est d'avoir, n'est-ce pas, la disponibilité, une chose également est d'avoir les moyens pour aller acheter. Oui, est-ce que vous pensez aussi que ces prix annoncés peuvent être accessibles pour les ménages à faible revenu aujourd'hui? Non, bien sûr, c'est des prix vraiment très abordables. D'accord. Mais une chose est d'être abordable, mais une chose également est d'avoir les moyens de pouvoir s'en approprier. Merci. Seyni Issa, selon donc Abdoulaye et Memouna, il y a des leçons à tirer des précédentes ventes à prix modérés. Bon, Nafisa, ce genre d'opération-là, moi, dans ce pays-là, je ne crois pas tellement à leur réussite. C'est une bonne initiative. On a vu l'année dernière, par rapport au sucre, n'est-ce pas? Quand on a mis les dépôts des quartiers, il n'y avait pratiquement pas du tout de sucre. C'était même fermé. Il y a des points de vente un peu partout qu'on a mis en place. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent dans ce genre d'opération? Tout à l'heure, Memoun l'a dit. Les commerçants verrues, ils trouvent des gens à qui ils distribuent de l'argent pour leur dire, moyennant peut-être 1000 francs, 500 francs, il faut aller m'acheter un sac, ainsi de suite. Ils peuvent trouver 20, 30 personnes. Maintenant, l'identification se fait comment? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, tu viens, on prend ton nom. Mais si je reviens le lendemain, pourquoi je ne peux pas accéder à 2 sacs ou 3 sacs? Oui. Voilà un peu la situation dans laquelle on est dans ce pays. À l'époque, quand il y avait les magasins Copro, quand il y avait les Copro, c'était souple, n'est-ce pas? Les gens pouvaient accéder facilement, en tout cas, aux produits de première nécessité, le sucre, le lait, tout ça. Les produits de... Voilà. On doit pouvoir mettre ce système-là, reprendre ce système-là. Mais venez dire que c'est une fois que l'État a subventionné, les mêmes commerçants vont acheter, ils vont transvaser ce riz-là dans d'autres sacs pour vendre ça plus cher. Mais en somme, que faudrait-il changer pour que vraiment le Niger atteigne une autosuffisance à riz? Il faut créer les conditions de développement de l'agriculture. Parce que c'est ça qui manque. On est en train de faire du bruit, on a produit telle année, tel nombre de quantités de ceci, cela. Le périmètre. Moi, je travaille à l'ONA, sous Kounché. Pendant que l'ONA était véritablement l'ONA, où on avait les périmètres rizicoles là, tout pratiquement. J'ai fait tous ces périmètres jusqu'à Ibo Haman. Je sais de quoi il s'agit. Pour moi, tant que je n'ai pas concrètement vu, on a aménagé des... Peut-être ces tonnes qui sont exposées aujourd'hui à la foire sont les fruits. Mais bien évidemment, les gens vont amener pour dire voilà ce qu'on a fait. Il ne faut pas perdre de vue une chose, Nafisa. On nous a dit dans ce pays-là qu'on a mis en place les 3 N. N'est-ce pas? Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Plus de 3 000 milliards investis dans ce projet-là. On n'est pas sorti de l'auberge.
actuellement, on n'est pas sorti. On doit pouvoir nous dire qu'est-ce que ça a pu changer concrètement en termes de production agricole. Il ne faut pas qu'on retombe dans le même schéma pour venir juste des slogans, du bruit, pour dire qu'on a produit telle chose. Et justement, je le disais plus haut, donc à l'approche de ce mois de Ramadan, le ministre du Commerce, Abdoulaye, a échangé avec les opérateurs économiques sur la question de l'accessibilité des produits. Moi, j'ai dit quelque part. Moi, ces genres de discours, ces machins, ces histoires de campagne, de rencontres avec... Non. Le ministre peut intervenir pour, comment on appelle ça, pour un peu recadrer les choses, fixer les prix. Le problème, tant qu'il n'y a pas de sanctions à l'encontre des contrevenants, c'est comme le gaz. Quand ils ont dit qu'ils vont réguler le gaz, vous avez vu c'est dans quoi on s'est retrouvé. Quand ils ont dit qu'ils vont réguler, c'était quel autre produit là? Il y avait un autre produit, en dehors du gaz. D'accord. Mais alors, en dehors du gaz, il y avait un autre produit. Oh, il vient chaque fois, le ministre, c'est lui-même qui descend dans la rue. Nous espérons qu'il y ait donc une meilleure accessibilité des produits de première nécessité aux Nigériens, donc au cours du mois de Ramadan qui s'approche à nous. Il n'y a pas que le riz, il y a le sucre, et puis les gens ne mangent pas que du riz. Merci donc. Il faut les condiments et tout. Merci donc pour le décryptage de ces deux premiers sujets. Nous allons observer une autre pause. Dernier sujet de ce forum de la presse, la coopération pétrolière entre le Niger et l'Algérie reprend. Le ministre d'État algérien des hydrocarbures et des mines en visite de travail au Niger a été reçu en audience par le président de la République Abdourahmane Chani. La coopération entre le Niger et l'Algérie dans le domaine du pétrole était au centre de cette visite selon Mohamed Arkab dans ses propos recueillis par la RTN. On écoute. Nous avons fait un compte-rendu sur les conclusions que nous avons arrêtées sur la coopération dans le domaine des hydrocarbures, pour la formation, pour l'accompagnement et aussi pour le projet, le gazoduc transsaharien. Nous avons écouté attentivement les recommandations et les orientations et les instructions de Monsieur le Président, comment aller vers la concrétisation de nombreuses actions que nous avons mis en place pour accélérer le développement du bloc de Kafra et les moyens qu'on va mettre en place pour réussir ce challenge ensemble. Alors, la coopération pétrolière entre le Niger et l'Algérie qui reprend. Abdoulaye, que signifie donc concrètement ce retour pour le Niger aujourd'hui de l'Algérie? Je crois qu'il faut se réjouir de la reprise de cette coopération. Une coopération qui a été mise en berne à cause par solidarité, n'est-ce pas, au peuple malien, qui a eu quand même maille à partir avec les autorités algériennes en son temps. Et par solidarité, le Niger a quand même mis un peu de froid dans ses relations avec l'Algérie. Et aujourd'hui, ce n'est pas, si je ne m'abuse, toute la coopération qui semble reprendre, mais c'est surtout dans un domaine très précis, spécifique, en l'occurrence le pétrole, où une société algérienne est commise, n'est-ce pas, par les autorités nigériennes pour explorer du pétrole et l'exploiter au niveau de Kafra, une localité frontalière proche de l'Algérie. C'est une activité qui a été mise en berne pendant près de 10 mois. Donc avec la reprise, surtout avec la question du gazoduc, et le gazoduc également, être un peu... Oui. Et le gazoduc également, dont la construction devrait durer 3 ans, qui quitte le Nigeria pour l'Algérie via le Niger sur plus de 4000 kilomètres. Sur le sol nigérien, c'est pratiquement sur une distance de plus de 800 kilomètres. Autrement dit, c'est carrément l'économie, n'est-ce pas, les affaires
n'est-ce pas, que l'Algérie compte relancer, n'est-ce pas, avec le gazoduc pour pouvoir exporter, n'est-ce pas, le pétrole et le gaz nigérien vers l'Europe et une partie, n'est-ce pas, donc, et même des pays sahéliens et de l'Afrique. Pour notre pétrole de Kafra, c'est l'exploration et après l'exploration, c'est l'exploitation. Donc, c'est des bénéfices donc, que le Niger peut en tirer. Bien sûr, le Niger peut, dans tous les cas, rien que par rapport au gaz, nous avons ces dernières semaines vécu des problèmes de gaz. Et le ministre a pris l'engagement que pour ce mois de Ramadan qui s'annonce, que toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'y ait pas pénurie de gaz et que même s'il faudrait exporter et importer du moins, importer, le Niger va importer du gaz pour couvrir, n'est-ce pas, les besoins des populations. D'accord. Alors, Maimouna, oui, selon Abdoulaye, il y a des bénéfices vraiment que notre pays, le Niger, peut en tirer de cette coopération qui reprend entre le Niger et l'Algérie sur la question du pétrole. Est-ce que aussi cela pourrait créer des emplois aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes Nigériens? Oui, je pense que ça devrait créer des emplois aux jeunes Nigériens puisque ça doit être inscrit dans les négociations. Hein. Le Niger ne doit pas, en tout cas, léser ce côté-là. Les jeunes ont besoin d'emploi et je pense qu'on peut les associer parce que nous avons des ingénieurs, des jeunes ingénieurs qui sont là, des jeunes aujourd'hui qui peuvent apporter un plus dans l'exploitation quand même du pétrole. D'accord. Et je pense qu'il est temps que les Nigériens aussi puissent avoir un œil regardant sur l'exploitation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, oui, parce que ça ne sert à rien d'amener des gens qui, au lieu de former, par exemple, nos jeunes Nigériens, viennent avec leur main-d'œuvre et, au cas où, repartent avec la même main-d'œuvre. Donc, je pense que il faut qu'on tire les bénéfices de cette coopération. Merci. Alors vous, Ousseini, le pétrole, la question de la coopération entre le Niger et l'Algérie, le pétrole même en tant que tel, est-ce qu'il peut devenir aujourd'hui un véritable levier pour le développement? Mais ça doit normalement être un levier pour le développement. Il n'y a pas que le pétrole, c'est comme l'uranium. Oui. Tout va dépendre de comment les gens vont négocier ce contrat-là. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que des gens, il y a les dessous de table, ils préfèrent prendre les dessous de table et fermer les yeux, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut éviter. Voilà, ces pays-là, pratiquement, je ne parle pas de l'Algérie uniquement, même les pays occidentaux, ils se sont développés avec quoi? Avec leurs ressources. Il faut qu'on crée les conditions véritables. Le tout n'est pas de dire, on reprend la coopération avec un tel. On a vu avec les Chinois. Qu'est-ce que ça a donné? Absolument pas grand-chose. Jusqu'ici, on ne sait pas. C'est dans l'opacité totale. Quand on prend l'or, l'or, c'est quand même un produit qu'on peut marchander directement. On fait du bruit autour de l'uranium. Qu'on nous dise l'or, là, à qui ça profite aujourd'hui? Les attentes donc de cette coopération. Les attentes de cette coopération, d'abord, les attentes, c'est que ça puisse servir véritablement, les recettes, les retombées puissent servir véritablement à impulser le développement, n'est-ce pas? C'est comme le pétrole avec les Chinois aujourd'hui, jusqu'ici, pendant pratiquement 12 ans. C'était dans l'opacité totale. L'uranium, on a même abandonné l'uranium. On a considéré que l'uranium n'était pas grand-chose, ça ne rapportait rien du tout au pays. L'or, on n'en parle même pas. D'accord. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est en train de recadrer les choses pour voir dans quelle mesure on peut créer les conditions pour que ces ressources naturelles-là puissent véritablement bénéficier aux populations à la base. Merci. Parce que le plus souvent, c'est les gens qui sont en haut qui en bénéficient. Merci. Donc, nous sommes au terme de ce forum de la presse. Merci donc à vous pour les décryptages, analyses et commentaires. Memouna Diado, journaliste indépendante. Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant également. Et le doyen Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci donc à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci aux techniciens du jour, Lawali Issa. Je suis Nefissa Adam Silfa à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.